et bienvenue dans J'ai 50 ans et alors, un podcast qui accompagne nos transitions. Je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les liens, les prises de conscience et le changement. Dans ce podcast, je vous partage des inspirations, des réflexions, des rencontres qui enrichissent mon quotidien. Pas de recettes toutes faites, juste des moments authentiques pour vous inspirer. Un rendez-vous qui fait du bien, une parenthèse qu'on s'octroie dans son quotidien pour marcher vers soi à son rythme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, de violence dont on ne parle pas parce qu'elle dérange, parce qu'elle brouille les repères, parce qu'elles ont lieu au cœur même de la famille. Des abus déguisés en jeux d'enfants. Aujourd'hui, on va parler de l'inceste fraternel, qui fait malheureusement partie de ces réalités largement invisibilisées. Pourtant, elles existent, et bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Donc, dans l'aînée, Élise Masque, que j'ai la grande chance d'avoir avec moi aujourd'hui, elle met des mots sur cette réalité qu'elle a vécue, des violences d'une rare intensité durant toute l'enfance au sein de sa fratrie, dans un contexte où les frontières étaient floues, où les limites n'étaient pas vraiment claires et où le silence s'est progressivement installé. L'autrice qui a choisi l'anonymat est ici dans notre studio. Elle est une professionnelle expérimentée de la santé mentale et comme elle a choisi l'anonymat, sa voix sera transformée. Bonjour Élise. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci de m'accueillir, c'est vraiment très bien de donner une voix, de lui donner une voix, de me donner une voix. Merci pour ton courage et le courage de ta parole. Alors je me suis un peu demandé comment j'allais mener cette interview parce que l'idée c'est pas de plomber mais c'est d'informer, d'éduquer et essayer peut-être de mieux comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu. Quelle a été son histoire, si tu devais nous raconter son histoire sans évidemment spoiler le livre, mais comment est-ce qu'elle s'en est sortie mais surtout, oui, qu'est-ce qu'elle a traversé? Alors c'est une petite fille qui est la dernière d'une fratrie de 4, dans une famille que je qualifie de clanique, parce que c'est une famille qui fonctionne un peu sur un mode sectaire, avec des valeurs qui sont tout en haut de la hiérarchie, qui consistent à donner la meilleure image à l'extérieur d'une famille policée, dans laquelle il n'y a pas de conflit, pas de cris, pas de problème, des enfants bien éduqués, qui montrent le meilleur à l'extérieur. Donc on est éduqué à être performant à l'école, à ne pas trop faire de bruit. Et dans cette famille, il y a l'aîné qui occupe une place particulière dans la fratrie. C'est quelqu'un à qui qu'on éduque avec la force de la toute-puissance depuis toujours. Donc c'est quelqu'un qui impose sa loi, qui taquine, qui joue avec les limites toujours, avec la fratrie, mais pas que, aussi en dehors, dans les endroits qu'on fréquente. Et si sur le moment, des fois, on lui dit que c'est pas trop bien, ça devient rapidement en fait des sujets de drôlerie. Ça devient ses petits succès à lui, ces petits moments qu'on va raconter en famille et qui finissent par faire rire personne, un peu comme des trophées. Et donc il y a tout un système qui se met en place où lui apprend que c'est pas nécessaire de respecter les limites et que lui en tout cas n'en a pas. Et il va toujours un peu plus loin, il teste toujours un peu plus les choses et donc il va se servir quand il a envie, quand il a des désirs, des pulsions, voilà, jusqu'à se servir en fait de sa sœur, qui est de plusieurs années sa cadette. Les autres sont des garçons. Et il va au gré de sa sexualité qui commence à bien s'exprimer, parce que lui est un grand ado. Elle est toute petite. Elle a quel âge? Elle a 11-12 ans. Les premières fois, et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors ce qu'elle comprend sur le moment, ce qu'elle vit bien en fait, c'est un grand frère qui d'habitude la raille, se moque d'elle, de tout, de son comportement, de ses points à l'école, de ses chaussures, qui lui fait peur, qui l'attend au coin du couloir pour la faire sursauter. Et là tout à coup il n'y a pas de raillerie en fait, il s'invite dans sa chambre, il est gentil.
Il s'assied à côté, il est câlin, et tout à coup, il pose des gestes inhabituels et lui fait découvrir des sensations qu'elle ne connaît pas. Donc, elle ne comprend pas très bien ce qui arrive, mais en même temps, il y a un peu ce partage avec un côté en fait agréable parce qu'elle découvre une relation avec son frère qu'elle n'a pas, une complicité qu'elle n'a jamais. Et ce grand frère qu'elle admire, comme tout le monde dans la famille, parce que c'est le mood, et en même temps qu'elle redoute, parce qu'il lui fait parfois vivre des choses pas très agréables. Des moqueries, beaucoup d'humiliations, voilà, des railleries. Et là, tout à coup, elle découvre une autre complicité avec lui. Donc en fait, c'est un mélange dès le début de curiosité, d'attrait aussi, de complicité, d'apaisement, parce que pour une fois, il devient comme une forme d'allié, en fait, de complice dans quelque chose. Mais sauf que en partant la première fois, il a ce message de lui dire, écoute, il faut pas en parler parce que maman nous tuera tous les deux. Et là, elle comprend que ce qui vient de se passer, il y a quelque chose qui va pas. Et elle sait pas très bien en fait ce qui va pas parce que le déroulé des faits, elle a pas trop compris en fait ce qu'elle a ressenti dans son corps, les parties qu'il a touchées. Elle connaît pas en fait ces parties-là, elle connaît pas ces sensations. Elle sait même pas comment elle devrait le dire ou ce qui vient de se passer parce qu'elle a pas les mots. Mais elle comprend que c'est passé un truc grave. Et du coup, elle sait qu'elle a fait quelque chose de grave. Et elle sait aussi qu'il va falloir se taire. Et donc, ces moments-là vont se répéter à l'envi pendant plusieurs années. Au moins 3 ans, à raison d'au moins une fois semaine. Parce qu'il y a une période où il est à l'école la semaine dans un internat. Et donc, il revient essentiellement le week-end. Et il profite bien le week-end. Voilà, et donc elle va rester enfermée dans ce secret, dans ses sensations, et alors ce qui a été des moments de complicité presque tendres au début, vire au cauchemar parce qu'il finit par lui faire mal, par utiliser des objets, par la mettre dans des situations très humiliantes, voilà, et par agresser le corps de toutes les manières possibles. Voilà, donc il n'y a plus cet attrait, cette complicité, il y a juste de la peur, de l'hypervigilance quand il s'approche de sa chambre. Et un enfermement dans une culpabilité qu'elle va garder pendant des années et un silence qui est aussi le fruit de sensations et de souvenirs qui s'entassent sans être élaborés le moins du monde. Elle est incapable de mettre des mots dessus, de comprendre et elle est surtout enfermée par la culpabilité, la solitude. Et donc elle va essayer de garder tout ça bien clos pendant des années. Et cette culpabilité, est-ce que tu peux expliquer ? Qu'est-ce qu'elle se sent coupable ? Son message, quand il est parti la première fois, qui a été de dire, faut pas le dire parce que maman nous tuera tous les deux, lui a fait croire que ils étaient coupables tous les deux en fait à 50-50. Et puis dans cette famille, en fait, quand il y avait des disputes dans la fratrie, elle a des fois été se plaindre parce que ses frères lui faisaient parfois vivre des choses compliquées, surtout l'aîné. Mais sa mère aimait bien dire jeu de main, jeu de vilain. Elle cherchait pas à savoir qui avait tort, qui avait raison. C'était toujours les torts partagés. Et donc, ce qu'ils lui disent ce jour-là, ça l'étonne pas trop. Et donc, en fait, elle prend sa part, comme si elle était responsable à moitié de ce qui se passe. Et même si elle n'a pas les mots, en fait, elle sent que quelque chose est de l'ordre de la transgression très fort. Et ce qui la culpabilise beaucoup, c'est le plaisir que son corps prend. C'est-à-dire des réactions physiques qui sont pas toujours désagréables. Et qui, avant qu'elle soit dans un vrai processus de dissociation où elle ne sent plus rien, sont d'abord des choses où elle a parfois de l'attrait et où elle le met pas dehors. En fait, elle le laisse rentrer dans sa chambre. Et puis ce figement qui la gagne fait qu'à un moment donné, elle peut plus le mettre dehors. Voilà, elle est emprisonnée dans ce système. Tu peux expliquer ce figement et cette dissociation ? Ouais, alors je dirais, je l'explique comme je l'ai vécu, pas comme elle l'a vécu, pas en tant que professionnelle, parce que c'est autre chose. Je l'ai appris dans les livres aussi de par ma formation, mais c'est autre chose, je pense, de le vivre. Donc je l'exprime plutôt comme elle l'a vécu. Donc je pense qu'il y a une phase où effectivement elle découvre des sensations et toutes ne sont pas désagréables. Les premières formes de jouissance, c'est une vraie découverte en fait de voir tiens mon corps il est capable de faire un truc là de tout à coup tressailler comme ça de l'intérieur, trop bizarre et c'est pas désagréable et puis en fait quand la violence s'installe, quand la culpabilité s'installe, il y a un moment où ces sensations elles sont plus vivables au sens
propre du terme. En fait, on peut plus les intégrer. Il y a plus de place en fait pour les mettre, pour leur donner du sens. Et elles sont trop entourées en fait d'effroi, d'hypervigilance, de stress. Et donc ce que ça provoque à l'intérieur, c'est un effondrement. Et en fait, je pense que pour se protéger de ces sensations de mort qu'on ressent de l'intérieur, on déconnecte. Et donc la dissociation, pour moi, c'est une déconnexion, mais qui est telle qu'en fait, on ne sent plus rien et on quitte un peu son corps. C'est comme si on s'observait de l'extérieur et c'est terrifiant parce que c'est comme si on se disait, ok, c'est un mauvais moment à passer. En fait, on met son corps en pâture, on laisse l'autre se servir, abuser et on attend qu'il ait fini parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va sortir. Et avec ce frère aîné, la clé pour avoir la paix, c'était lui donner ce qu'il cherchait et ce qu'il cherchait, c'était faire réagir mon corps. Et donc je savais, il avait cette expression, il parlait très peu, mais ce qu'il disait toujours, c'est ça vient. Cette question qui revenait toujours, voilà. Et en fait, quand je lui avais donné ce qu'il attendait, ce que mon corps avait donné, ce qu'il attendait, comme un peu le trophée de sa toute-puissance, il avait réussi en fait à provoquer ça chez moi. Eh ben, il partait, donc c'était fini. Donc c'est un peu jeter son corps en pâture. Et en fait, on n'en a plus rien à faire parce que c'est devenu un objet. En fait, ce corps, il est tellement sali, voilà, il a plus de sens en soi en fait, donc on le laisse là et puis l'autre il se sert, il fait ce qu'il veut, ça n'a plus. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on garde en fait à travers les années. On a beaucoup de mal à réinvestir le corps comme un objet précieux, comme quelque chose dont il faut prendre soin. Ça reste quelque chose qui est encore difficile aujourd'hui. Parce qu'il a fallu se protéger. Oui, et parce que c'était la monnaie, ça devient un peu la monnaie d'échange, donc on l'utilise comme un objet en fait. Ouais, c'est ça. Il fait un peu la séparation. Et moi, je pense que je me suis, enfin, c'est aussi un mécanisme terrible. En même temps, ça m'a protégée parce que ça a sauvé mon cerveau. Hein. Mm-hmm. Ça a mis de la distance entre ce qui se passait dans ma tête, qui est resté quelque part protégé en quittant le corps, en restant en dehors de ce qui se passait. Pour pas prendre ça de plein fouet en fait, parce que je pense que sinon on devient dingue. Et donc je suis restée plus ou moins équilibrée dans ma tête, et je pense que j'ai eu la chance d'avoir un cerveau qui fonctionnait bien et donc de pouvoir surinvestir l'école, de rester connectée au monde, rester ouverte à des expériences dans la vie, et voilà. C'était quoi ton refuge alors? Tes refuges? Alors les refuges, c'était l'intellect, ça c'est sûr. Oui. Donc j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup écrit, déjà petite. J'écrivais des histoires très tristes. C'était voilà très très détonnant pour une petite fille comme moi, mais je pense que j'avais besoin déjà d'écrire mon chaos. Donc ça a été un refuge. Et mon refuge était aussi, mon laissez-passer pour sortir était que si ça suivait au niveau de l'école, je faisais ce que je voulais. Et donc j'avais des activités extrascolaires, le théâtre, la musique, le mouvement de jeunesse, être le moins possible en fait chez moi, pour être le moins possible en hypervigilance et courir pas de risque en fait qu'il soit là en même temps que moi. Et j'ai eu la chance, et ça je pense que ça m'a vraiment sauvé la mise et la vie, d'avoir à 2 rues de chez moi une dame qui ne fait pas du tout partie de ma famille, qui fait partie du village, chez qui j'allais m'occuper d'un bébé, de son bébé. Elle était très jeune. Sans pouvoir comprendre ce qui se passait chez moi, je pense qu'elle avait l'intuition. Elle m'a toujours dit, en fait, il y a un décalage entre la petite fille pleine de vie que je vois et la souffrance que des fois tu reflètes, parce que je lui écrivais des lettres. Et je pense que j'y mettais la même chose que quand j'écrivais des histoires. C'était très noir. Et en fait, sa porte s'est toujours ouverte, peu importe l'heure à laquelle j'arrivais. Et donc le gros réflexe, c'était, une fois que ma mère avait le dos tourné, ou que j'avais l'occasion, c'était prendre mon vélo, aller jusque-là et rentrer dans cette maison. Et là, j'avais comme cette hypervigilance qui s'effondrait. C'était fini, quoi. J'étais en sécurité. Et donc ça m'a beaucoup aidée. L'école, là, tu pouvais respirer. Ouais. Et elle aurait eu besoin de quoi, cette petite fille, cette fille, pour grandir? Alors, continuer à grandir, évidemment. Elle a grandi puisqu'elle est là devant moi, mais... Sans hésiter, une paire de bras. Je pense que ce qui a beaucoup manqué, c'était le sentiment d'être en sécurité et d'avoir une paire de bras qui m'accueille. C'était une petite fille qui pleurait beaucoup. Au point que quand elle a un jour à son anniversaire, elle appelait la pleureuse, voilà. Et un jour à son anniversaire, devant tout le monde, on lui a offert un énorme paquet de mouchoirs avec des dizaines et des dizaines de paquets de mouchoirs à l'intérieur. Donc j'avais l'impression de recevoir un énorme cadeau et en fait c'était une bonne blague à l'intérieur. Ça a fait beaucoup rire tout le monde. C'était un peu la joke familiale. Oui. Voilà, et c'est resté, en fait, même quand j'étais adulte, l'idée, quand il y avait une cérémonie, parce que j'ai un peu gardé cette hypersensibilité d'avoir la larme facile, de garder toujours une trace du moment où j'ai versé ma larme, en fait.
Voilà, donc en fait ce qui a manqué c'est ça, c'est la paire de bras qui sécurise. Et je pense que c'est aussi ça que j'allais chercher chez cette dame. Parce que même pour me dire bonjour, elle me prenait dans ses bras et ça c'était quelque chose qui avait pas de prix en fait. C'est aussi ce que j'ai retrouvé chez ma psy après, hein. Le lien que j'ai créé avec elle. Quand est-ce que tu décides, quand est-ce que tu sors de ton silence, en fait? Parce que ton silence, tu te mures dans ton... Enfin, elle se mure, on va parler de elle. Hein. Elle se mure dans le silence et dans l'intellect, dans l'imaginaire, chez cette dame où elle peut se déposer. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a besoin de sortir de ce silence, de dire, d'exprimer En fait, elle n'a pas besoin. C'est parce que je pense que si elle avait pu, elle aurait jamais parlé. Hein, parce que c'était plus confortable de garder ça enfermé. Mais la mémoire traumatique, peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas, parfois, elle essaye de se réveiller au gré d'événements qui se produisent dans la vie et qui sont plus ou moins en lien avec les événements du passé. En tout cas, ils réactivent quelque chose de douloureux. Et donc, ils viennent un peu retitiller cette mémoire qui est remplie de choses non digérées, non élaborées. Et donc, elle a un format un peu particulier, mais tant qu'on la laisse tranquille, j'ai envie de dire, moi, je la compare un peu à une petite boule d'alu bien serrée, vous savez, qui prend presque pas de place. Mais on sait que si on commençait à rouvrir un peu, il y a plein de miettes dégueulasses à l'intérieur. Et voilà, on sait plus trop, en fait, quelle couleur elles ont, ni dans quel état de pourriture ils sont. Mais tant que ça reste fermé, en fait, ça prend pas tant de place que ça. Donc on sait qu'elle est là, hein, mais elle encombre pas trop. Et comme on l'a jamais élaborée, elle est pas intégrée au reste. Donc on peut vraiment faire comme si c'était un épisode isolé presque de soi, et cette dissociation a aidé en fait à ce process, à mettre ça de côté, parce qu'à chaque fois on se recompose, on repart, et c'est comme si tout ça n'avait pas existé, puisqu'on le nie pour ne pas que ça se sache et que ça encombre notre vie et que les autres sachent forcément. Et donc cette petite boule, on la tient là et ça fonctionne. Et puis de temps en temps, elle est un peu bousculée par des événements de la vie. Ça peut être dans le cas d'Élise, un examen médical en fait chez un urologue qui se passe pas bien, alors que normalement c'est banal. Et donc à chaque fois ça se court un peu, puis on met des jours à s'en remettre. À chaque fois, voilà, on fait l'expérience qu'en fait avec un peu de force, un peu de courage, on remet le couvercle et c'est reparti pour un tour. Mais sauf qu'un jour il y a un événement, on n'arrive plus à remettre le couvercle parce il est un peu différent des autres. Voilà. Il est peut-être un peu plus fort, ou c'est celui de trop. Je sais pas, parfois c'est difficile de savoir exactement pourquoi c'est celui-là. Dans le cas d'Élise, c'est probablement parce que c'est lié à une certaine personne dans un certain contexte avec un certain objet qui fait qu'à un moment donné, en fait, cette boule d'alu, elle se met à se redéployer. Et en fait, ce qu'on revit, c'est le même effondrement intérieur. Et donc, en fait, on renoue avec les sensations d'horreur, en fait, d'il y a 30, 35 ans. Comme si c'était hier. En fait, le corps, il n'a pas de notion du temps. Ouais. Et donc, quand il se remet à vivre ça, c'est la même expérience de figement, c'est le même trou béant. Sauf qu'en fait, on a grandi dans sa tête et qu'en fait là, ce qu'on est en train de voir se redéployer sous ses yeux, ça prend une toute autre tournure en fait. Et on peut toujours pas le partager en fait. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, dans mon cas, on cherche d'abord à essayer de remettre le couvercle comme d'habitude, et puis on se rend compte que ça marche pas et on commence à se faire du mal. Dans mon cas, d'automutilation grave. Et puis entre-temps, on a eu des enfants, on a construit une vie et on a peur en fait de tomber du mauvais côté. Et donc on a désespérément besoin d'aide, mais on a toujours ce fantasme, y compris moi, qui pourtant connaît aussi sur un plan plus professionnel le problème. Que ça va passer. Qu'en fait, il y a quelqu'un qui va m'aider à remettre le couvercle, en fait. Moi, je cherchais juste quelqu'un qui m'aide à mettre le couvercle. J'étais pas partie pour des années de thérapie et j'étais pas partie pour bousculer tout le monde autour de moi, hein. Je voulais juste garder ça pour moi toute seule. Juste pas faire trop de bruit. C'est pas un choix, hein, de se dire, en fait, je vais mettre un gros coup de pied dans l'édifice et comme ça, au bout de 30 ans, je sors de mon silence. C'est pas un choix. Et pendant des années, j'ai quand même dit que si j'avais eu la possibilité, j'aurais pas fait, hein. Je serais restée sur le mode d'avant parce que tout vole en éclats, en fait, hein. Le couple, la famille, les enfants qui comprennent rien parce qu'ils ont grandi à côté d'une famille qu'ils ont cru juste parfaite et des grands-parents qu'ils ont juste cru parfaite et des oncles qu'ils ont juste cru parfaits. Et tout à coup, tout ce petit monde tombe de son piédestal et il faut intégrer, en fait, des réalités nouvelle. Et comment ça se vit alors ? Comment elle vit ça, Élise ? Une fois qu'elle dénonce, qu'elle met des mots, qu'elle sort de son silence, comment est-ce que c'est accepté autour d'elle ? C'est pas accepté. Donc comment elle vit d'abord
une forme quand même de soulagement. C'est le truc d'arrêter d'être seul, en fait. Parce que quand ça commence à se redéployer, alors là, ça prend trop de place. Donc en fait, on sait plus vivre à côté. Ça devient plus possible. Et en fait, j'ai eu peur du mal que j'étais capable de me faire, en fait. Et je beaucoup pensé à mes enfants, à me dire en fait, non. Pas ça. Donc j'ai désespérément besoin d'aide. Donc le fait de parler et de pouvoir parler, c'est très important. Et en même temps, comme on a été quand même nourri à la culpabilité et qu'on est encore bien dedans, on se sent coupable de faire voler la vie des autres en éclats. Moi, je me suis sentie coupable du mal que j'ai fait aux enfants, aux miens, qui ont perdu toute leur famille et qui ont plus de grands-parents et qui ont plus personne en fait autour d'eux, alors que c'était dans une famille clanique. On est tout le temps ensemble, quoi. Et donc là, tout l'univers s'effondre et moi, je suis l'électron libre parce que j'ai plus personne autour de moi. Donc tu retrouves cette solitude en même temps ? Oui, mais c'est une solitude sans hypervigilance. Donc c'est autre chose. Et puis, bon, je suis pas seule dans le sens où on se construit aussi son réseau à soi, mais c'est vrai qu'on perd quand même tous ses repères. Hein. Voilà. Et bien sûr, on change beaucoup de choses, quoi. Et donc, puis ma mère, parce qu'on va sûrement en parler. Comment est-ce qu'elle réagit ? Pas bien. Et donc elle rajoute aussi de la culpabilité en me disant tu n'as fait que de multiplier les victimes en parlant. Parce que finalement, t'avais qu'à être la seule victime de l'histoire. Pourquoi t'en fais des dizaines d'autres autour de toi ? Et ça, c'est terrible parce qu'on se dit de fait, pourquoi est-ce que je partage cette souffrance-là avec tout le monde et que alors tout le monde était heureux ou avait l'air heureux ou je croyais que tout le monde était heureux. Et là, tout à coup, moi, je fais s'effondrer la vie de tout le monde, de mes enfants, de mes neveux, de mes nièces, de ma famille tout entière, en fait. Donc c'est une culpabilité en plus. C'est horrible, jusqu'à ce qu'on acquiert la certitude qu'en fait, on a stoppé aussi des violences intrafamiliales qui me dépassent, parce que je vais aussi découvrir, évidemment, en parlant, après il y a les langues qui se délient, qu'en fait ça dure depuis des générations et que je suis loin d'être la seule. Et donc on se dit à un moment donné, heureusement que quelqu'un a eu ce courage. Alors c'était moi, voilà. C'est pour couper. Parce que ça coupe. Voilà, et quelque part, je me suis dit, j'ai protégé mes enfants de ça. Au moins, eux seront dans une génération où c'est fini. Et puis, au moins, on est sorti de cette impossibilité de dire. Donc, eux vont être au courant, en fait, qu'il y a des interdits, qu'il y a des choses qui sont pas drôles, en fait, que même toutes les jokes familiales sur tout ce que l'aîné a pu faire comme bêtises, même quand il était petit, et qui sont toujours des jokes familiales dans toutes les réunions de famille. En fait, il y a des choses qui sont inacceptables et on n'en rit pas, quoi. C'est remettre l'église au milieu du village. Oui, ça aide à parler des limites, en fait. Et à m'assurer que dans ma famille, au moins, les limites, elles y sont. Entre mes enfants, entre eux et moi. Et aussi de pouvoir se sentir en sécurité les uns avec les autres. Et d'avoir un espace où on peut parler quand on se sent en insécurité, quand il nous arrive des trucs. Et de pas rester seul avec des difficultés qu'on éprouve, quoi. C'est investir plutôt le champ relationnel à l'intérieur de la famille plutôt que l'extérieur. Exact, voilà, c'est rompre avec cette idée que la valeur suprême, c'est l'image qu'on donne aux autres, comme famille parfaite. En fait, une famille, c'est pas ça. Une famille, c'est fait de ratés, de conflits, de négociations, voilà, de résolutions. Et l'amour, il est on the top, mais ça fait partie de tout ça. Enfin, je veux dire, c'est faux de penser qu'on peut être le modèle familial par excellence de toute une région, de toute une... voilà. C'est un fantasme, hein. Je veux dire, c'est les fantasmes de mes parents, mais dans la position de ce parent, il y a justement la difficulté de la victime, parce qu'il est le parent de la victime et il est le parent de... Comment on s'en sort avec ça ? Alors, je suis pas à la place de ma mère, donc ça va être ni de mon père d'ailleurs. Donc c'est compliqué de dire, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je suis maman aussi. Oui, c'est ça. Et comment est-ce qu'on se construit en tant que maman qu'une mère comme celle-là ? Peut-être qu'on se construit aussi en se disant tout ce qu'on n'a pas envie d'être. Voilà, peut-être en défaut. Ou peut-être justement que... Une des premières choses que ma psy m'a dit, c'était juste une intuition, elle m'a dit, moi je pense que les cigognes vous ont pas déposé au bon endroit. Et ce qu'elle voulait dire, c'était qu'en fait j'avais rien à voir avec les autres, en fait, qu'il y avait un truc qui matchait pas. Et je me suis toujours dit que c'est vrai que j'avais un peu une position d'électron libre, à la fois dans mes intérêts, le fait que je lisais, j'écrivais, tout ça, enfin, c'était pas du tout le mood des autres, quoi. Et j'étais pas intéressée par les mêmes trucs. Donc j'étais un peu un électron libre, et aussi cette hypersensibilité, en fait, qui était pas présente non plus chez les autres, qui était un peu des brutes de décoffrage. Peut-être qu'en fait je me suis construite autrement et que je me suis nourrie ailleurs et que ça m'a... Voilà, ça a fait de moi une personne qui était pas dans cette lignée-là. C'est peut-être ce qui m'a permis aussi de prendre cette distance-là et de faire le pas de côté et de sortir du clan, hein, parce que
je suis quand même la seule au bout du compte à l'avoir fait, même en ayant donné un grand pied comme ça. C'est un peu David contre Goliath, hein, parce que le clan il fonctionne toujours comme il fonctionnait avant. Hein. Je suis la seule à en être sortie. Et sinon tout ce petit monde continue de vivre ensemble avec les bourreaux, les victimes à l'intérieur, les autres que moi en tout cas. Voilà. Donc tant mieux pour moi. Alors le parent commun, moi je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi un sujet invisibilisé en fait, oui, l'inceste fraternel, parce que on n'en parle pas. En fait. On n'en parle pas parce qu'en fait, qui est la clé de voûte dans cette histoire? Je pense quand même le parent. Et en fait, pour lui, c'est terrible parce qu'on peut pas choisir un clan entre ses enfants, c'est compliqué. Moi, je me suis quand même posé la question de me dire en fait, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle ait comme réaction dans l'absolu. Hein. Et idéalement, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle soit dans le soin vis-à-vis des autres, vis-à-vis des deux. De l'autre et de moi. Moi, je lui ai jamais demandé d'abandonner, de renier, voilà. Mais j'aurais aimé qu'elle soit pour une fois dans le soin. Et ce que ça veut dire d'être dans le soin, c'est que vis-à-vis de l'aîné, être dans le soin, c'est tiens, il a commis des choses terribles, irréparables, des choses qui ont fait beaucoup de mal, de dégâts. Et en fait, j'ai envie de l'aider à comprendre pourquoi il en est arrivé là, et aussi pour m'assurer qu'en fait, plus jamais ça se reproduise. Et certainement qu'il transmette pas ce manque de limite à ses propres enfants autour de lui. Enfin, voilà. Donc, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle soit dans ce soin-là, et aussi qu'elle voit avec lui comment poser un acte de réparation vis-à-vis de moi, qui pouvait prendre des tas de formes. Hein. Ça pouvait être une reconnaissance, une excuse, prendre en charge une partie des coûts de la thérapie, j'en sais rien en fait. Enfin, il y avait plein de choses possibles, même sans être forcément en contact direct avec moi, mais parce que j'en étais pas capable. Mais elle aurait pu être dans ce soin-là et aussi profiter de ce moment-là pour s'assurer qu'aujourd'hui, en tout cas, les limites, elles étaient acquises chez lui parce que c'est devenu un homme entre-temps. Hein. Et des agissements d'adultes me permettent encore de douter qu'il a compris aujourd'hui où étaient les limites autour de lui. Et puis qu'elle soit dans le soin vis-à-vis de moi. Alors c'était une autre forme de soin, parce que moi, a priori, j'aurais pas eu quelque chose à réparer si ce n'est vis-à-vis de moi. Mais en étant à mes côtés, dans l'écoute, dans le non-jugement. Ça aurait été un « je te crois ». Un je te crois, juste un je te crois et une paire de bras. Enfin là, voilà, pour dire en fait, parce que moi la seule chose que j'ai exprimée au début, en tout cas, c'était je demande rien, sauf que là tout de suite je suis pas capable d'être en sa présence, quoi. Juste ça, en fait. Donc les grosses réunions de famille où vous allez nous coller à 2 mètres l'un de l'autre, c'est pas possible en fait. Je veux juste pas être en sa présence. Et j'ai juste dit le temps que je me reconstruis, c'était même pas un tout jamais, quoi. C'était, je pensais vraiment y arriver. Et je pense que ça aurait tout changé si elle avait dit, évidemment, que nous ferons en sorte. Et que tu prendras le temps. Et que tu prendras le temps et qu'on fera... que je jouerai ce rôle de tiers, en fait. Et moi, je n'ai jamais demandé qu'elle le rejette ou que... de le renier. Et je n'ai jamais demandé qu'on évacue ça, qu'on mette ça hors de la famille non plus. Hein. Je n'ai pas demandé qu'on porte ça sur la voie publique. Et en fait, ça, elle n'a pas été capable de faire. Mais je pense que... Et honnêtement, avec un peu de recul, dans la dynamique familiale qui était la nôtre, il avait une place tellement de star qu'en fait, j'étais perdante d'emblée. Non, je veux dire, je sais pas ce que j'ai espéré, mais elle n'a pas pu prendre cette position de soin parce que c'était pas la position de mère qu'elle avait de manière générale d'être dans le soin. Ok. Et donc, je pense que ça fait juste appel à ses limites à elle, à ses incapacités. Et peut-être qu'elle a subi la même chose. Et donc, ça peut être dans le soin si soi-même on a été... Oui. Et qu'on n'a pas mis des mots dessus, qu'on s'est enfermé là-dedans, que c'est normal et que c'est normal en fait ce genre de choses qui arrivent. Et donc c'est banalisé au fait la violence. C'est ça, c'est dans ces familles-là, on normalise des choses qui doivent pas être normalisées en fait. C'est ça. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'en fait on peut pas se reconstruire si on reste dedans, même un peu. En fait, je pense vraiment que moi, ce qui m'a sauvée, c'est de parvenir à en sortir, un peu comme dans une secte. En fait, on ne peut pas prendre de la distance si on garde un pied dedans, c'est impossible. Donc, c'était de sortir de ça. Oui, parce que sinon, on est obligé aussi d'être dans la normalisation de choses qui sont pas normales, même un peu, juste pour rester en lien avec les autres, parce que sinon, on peut pas les rejoindre. On devient un étranger, en fait. Oui, et en même temps, si on reste là-dedans, on se ment à soi-même. Complètement. Et à ses enfants. Je veux dire, moi, à un moment donné, quand les choses sont sorties, je peux pas dire à mes enfants, vous voyez, tout ça c'est vrai, et en même temps, on va continuer de côtoyer ces gens en faisant comme si de rien n'était, parce qu'ils ont pas envie qu'on en parle. En fait, c'est pas possible, en fait, de porter ça. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je fais passer comme message, en fait? C'est qu'on peut faire du silence autour de ça, c'est qu'on peut tolérer, c'est qu'on peut s'abaisser encore. Non, en fait. Non. Comment est-ce qu'elle s'en sort, alors, grâce à sa thérapeute, et puis ce livre aussi, j'imagine. Oui. Alors, elle s'en sort parce qu'elle met... parce que comme elle a eu cette marraine, ce tuteur de résilience quand elle était petite, qui fait toujours partie de sa vie aujourd'hui, mais
Voilà, elle va aussi avoir la chance de trouver le courage d'abord de faire appel, mais aussi de tomber sur la bonne personne. Et la bonne personne, c'est celle qui a une paire de bras assez solide, en fait, pour accueillir et pour résister au choc. Voilà. Et qui va lui laisser le temps, parce que ça prend du temps, de traiter tout ça et de mettre en mots, d'élaborer autour de chacune des traces, chacun des souvenirs, et d'y aller en douceur, chaque fois, avec prudence. Et offrir cet espace de sécurité. Voilà. Et sans attente sur le délai, le timing. Et aussi une disponibilité qui est très respectueuse, donc qui est pas envahissante, mais une disponibilité qui fait que chaque fois qu'Élise se sent en danger, parce qu'elle a envie de faire du mal, parce que c'est des périodes parce qu'il y a eu des passages avec des périodes compliquées, elle sait qu'elle est là. Et en fait, c'est très sécurisant de se dire, en fait, il y a quelqu'un qui sait à quel point ce qui se passe dans ma tête est moche, et j'ai pas besoin de lui expliquer, j'ai juste besoin d'envoyer un petit mot qu'on a convenu pour qu'elle sache qu'en fait, voilà, et ça coûte un message, voilà, donc ça a été super, et c'est vraiment quelqu'un qui lui sauve la vie, en fait. Ça, je pense que c'est évident. Elle a été accueillie comme une maman l'aurait accueillie, une maman bienveillante. Complètement. Voilà, ça a été la paire de bras. Et c'est aussi, alors ce livre, évidemment, c'est l'aboutissement de cette mise en mots qui s'est d'abord faite au niveau verbal. Enfin voilà, mais l'écriture, c'est encore un degré d'élaboration différent. Et c'est une écriture qui s'est organisée au fur et à mesure dans d'abord des carnets qui ressemblaient pas à grand chose, avec une écriture illisible, qui partait un peu dans tous les sens, des phrases pas construites. Et c'est beau, en fait, de voir au fur et à mesure des années comment ça s'organise, les phrases qui se composent. Voilà, c'est un peu... ouais, c'est un chemin, c'est aussi parce que j'avais envie de dire, en fait, ce chemin-là, il est possible, on peut sortir de tout ça et on peut en faire quelque chose de plus grand. Et puis c'est aussi une revanche, pour être tout à fait clair. D'abord parce que je me suis tue très longtemps, parce que j'ai senti que c'était la condition de survie dans ma famille. Et puis que au moment où j'ai dû parler parce que j'explosais de l'intérieur, j'avais à peine ouvert la bouche que j'ai été menacée de diffamation, et donc en fait on me l'a refermé aussi sec, parce que dans ma famille c'était pas acceptable que ça sorte du cercle familial et que je jette le doute sur l'intégrité familiale, sur l'image donnée à l'extérieur. Et donc on me l'a refermé aussi sec à coups de menaces d'avocats, et voilà. Et donc je pense que ce livre, sous anonymat, c'est une manière de dire, ok, vous avez tellement essayé qu'en fait je dise rien, que je vais vraiment maintenant dire, en fait. Voilà, d'une manière qui n'est pas accusatrice, dans le sens où je ne dénonce personne et je ne menace la vie de personne. Et en même temps, pour moi, dire, je pense que ça a été l'enjeu de ma survie, en fait. Donc, c'est ça qui répare un petit peu. Ouais, ça répare. Et en fait, au bout du compte, je me suis dit, ce livre, en fait, il me répare plus que s'il avait été condamné. Donc c'est super, au final. Voilà, je pense pas que j'aurais mené ce combat devant les tribunaux. Mais même si ça avait dû arriver, je crois que ça m'aurait pas aussi bien réparé que ce travail d'écriture, parce que j'ai le sentiment aussi que ça peut être utile à d'autres. Et là, j'ai reçu des témoignages de gens qui ont lu, qui m'écrivent via le site internet ou autre, et à qui ça parle. Et donc je me dis, c'est une manière de leur dire, en fait, on peut sortir de là, on peut en faire quelque chose, on peut se reconstruire, et on peut ne pas tomber dans des travers, dans de l'addiction, dans des hospitalisations longues, on peut trouver de l'aide, en fait. Et c'est vrai que ça exige, d'autant plus de par ma profession, d'accepter d'aller voir quelqu'un et de laisser tout ça à l'extérieur et d'y aller en mode petite fille, en fait. Que ça soit la petite Nénou qui rentre et qui laisse sa casquette de psy et tout le reste à l'extérieur, et qui fait abstraction de tout ça pour être juste l'enfant blessé qui va grandir, en fait, dans un autre espace. Et c'est un peu refaire ce chemin. Et qui n'est plus seul. Voilà. Il y a aussi, et c'était important aussi pour moi de t'inviter, il y a une question d'éducation aussi, d'éduquer les familles à des limites plus claires. Je trouve qu'on doit sensibiliser les gens à ça. Je suis très d'accord, parce que c'est une vraie question, jusqu'où est-ce que... Alors, faut pas diaboliser les jeux entre enfants. Je pense que la découverte du corps, tout ça, pas de problème. Je veux dire, je remets pas du tout en question. Mes enfants aussi ont pris leur bain ensemble. Enfin, voilà, c'est pas du tout cette question d'intimité familiale qui est remise en cause. Et il faut pas voir le mal partout. Et en même temps, je pense qu'entre parents, il faut être vigilant aussi d'éduquer nos enfants à où se trouve la limite de quand on n'est plus dans de la découverte.
normal du corps et où ça rentre dans des petits jeux de perversion, de domination. Ce serait éduquer à l'intimité. C'est éduquer à l'intimité et être capable d'en parler, en fait. D'ouvrir des questions, de donner des occasions, de mettre des mots là-dessus assez tôt, en fait, en accueillant tout ce qui vient. Qu'est-ce qui est intime et qu'est-ce qui reste intime? Et je trouve que c'est essentiel. Aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, il y a des limites comme ça qui sont dépassées aussi sur les réseaux. C'est éduquer les enfants et éduquer les parents aussi. Est-ce qu'on est tous éduqués à son intimité, à poser des limites, apprendre à poser ses limites? Exact. D'en être conscient aussi, de qu'est-ce qui est bien pour moi, dans quoi est-ce que je suis confortable, qu'est-ce qui est en accord avec ce dont j'ai envie là maintenant, ce qui est ok pour moi. Et par ailleurs, c'est aussi l'éducation à la domination au sein des fratries, au rapport de genre. Enfin, il y a plein de choses en fait qui se jouent autour de ça, parce que c'est les discours masculinistes qui reprennent de l'ampleur aujourd'hui. Enfin, je pense qu'en fait, on est au cœur de beaucoup de problématiques très contemporaines en fait. Au-delà de la question de l'inceste, toute cette question autour de l'éducation, autour du genre, du respect, des conflits, des fonctions de la fratrie aussi. Qu'est-ce qu'on apprend dans une fratrie? Il y a plein de choses en termes d'apprentissage sociaux. C'est passionnant en fait ce qui se passe au sein des fratries et moi qui ai une famille nombreuse, d'avoir vécu dans une famille nombreuse et qui est une famille nombreuse, c'est fascinant. Pour autant qu'en fait on l'utilise bien et que ça soit un outil d'éducation et de socialisation. Si ça devient un outil de domination et d'abus, évidemment, c'est évidemment pas le chemin à suivre. Et ça, je pense que il faut être ouvert à ça et conscient en fait des risques et des possibilités que la fratrie offre. Pour clôturer, j'avais envie de... Est-ce que tu penses que ce genre de famille, comment est-ce qu'on les accompagne en fait? Élise, elle a eu besoin d'accompagnement, mais le parent et le frère, ils auraient eu aussi besoin d'un accompagnement. Comment on accompagne en fait? Alors la question elle est très bonne et je pense que la première question c'est qui a envie de se faire accompagner ou qui a besoin de se faire accompagner. Élise elle se fait accompagner parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle se sent en danger de mort et elle se fait du mal et donc elle se dit que si elle reste seule elle va finir par se faire vraiment du mal. Donc elle cherche de l'aide. Les autres en fait ils ont à un moment donné ce choix et ça c'est l'autodétermination de chacun, de se dire en fait c'est quoi la voie que je prends. Ils auraient pu en fait se dire c'est le moment aussi que je demande de l'aide et que j'ouvre de nouvelles possibilités relationnelles, réinventer aussi le cercle familial sous d'autres formes et questionner ce qui a besoin d'être questionné. Ça demande un peu de courage et puis c'est pas le statu quo, c'est bouleverser les choses pour aller vers quelque chose dont on ne sait pas quelle sera l'issue. Ça, c'était une voie possible. Peut-être que ça aurait nécessité un accompagnement très différent pour chacun et peut-être probablement dans un premier temps séparément pour chacun. Et peut-être qu'on se serait retrouvé à un moment donné dans quelque chose de plus systémique, ça c'est possible. Et l'autre voie était de se dire, en fait, je veux absolument garder le statu quo parce que je n'ai pas envie, l'énergie, ou parce que ce qui pourrait advenir me fait peur, j'en sais rien. Et alors, là, ça c'est pas une thérapie, c'est quelle histoire je pourrais raconter qui colle à peu près aux éléments qui sont en présence, qui est suffisamment crédible pour que moi-même j'y croie. Et en fait, je pense que ma mère, elle a choisi cette voie, elle a fait une version de l'histoire qui lui permettait de continuer de vivre avec et en même temps de rester dans un statut admirable. Donc elle a été cette maman qui reconnaissait à quel point sa fille allait mal, qui voyait tous les symptômes, qui voyait comment sa fille s'écroulait et qui disait, et ce qui est triste, c'est qu'elle met tout ça sur le dos de son frère aîné. Et en fait, elle n'a même pas conscience que la cause de sa souffrance est ailleurs. C'est ça qui est terrible. Et donc, elle disait ça et ça lui permettait à elle... D'avoir une conscience tranquille. Oui, et aussi de vivre sa propre souffrance. Parce qu'elle aurait terrible... Enfin, elle disait toujours, ma porte reste ouverte aux deux. Bah oui, forcément. Mais parce que accepter ça, ce serait accepter qu'elle a été défaillante. Qu'elle n'a pas vu des choses, qu'elle n'a pas contenu des choses, qu'elle n'a pas répondu... Est-ce que accepter ça, ce serait s'effondrer pour elle, en fait? Oui, parce qu'elle tourne autour de cette valeur fondamentale de donner l'impression d'être la meilleure et d'avoir la meilleure famille, en fait. Et donc, c'est pas possible, je pense. Je ne vois pas comment elle aurait fait autrement avec la manière dont elle aussi avait construit son propre déni, parce que moi, je la juge pas. Je pense que c'est aussi comme ça qu'elle a réussi à traverser son existence. C'était en ne mettant jamais des mots sur ce qui allait pas, en fait. On pouvait pas parler de ce qui allait pas. Il s'est passé des tas de trucs qui allaient pas dans ma famille.
y compris mon père qui se barre et qui la ruine. Mais c'est pas grave en soi. Enfin, on n'en parle pas. En fait, il revient à l'air de rien. Et le mot d'ordre, c'est on n'aborde pas ce qui s'est passé, alors que c'est pas grave. Énorme. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en fait, son déni à elle et sa manière de jouer avec ça, enfin, de s'arranger avec ça, c'est de pas parler de ce qui va pas, parce qu'on n'en parle pas. En fait, ça existe pas. Et moi, je n'ai pas de jugement. Je lui en veux pas parce que au final, j'ai fait ça pendant 30 ans, à ne pas parler de ce qui n'allait pas, en fait, parce que c'est confortable. Et donc, en fait, aller vers le chemin de la thérapie, puisque la question c'était ça, aller vers le chemin de la thérapie, j'ai l'impression que des fois c'est quand on n'a pas le choix, parce qu'en fait on sait très bien qu'en fait il y a quelque chose d'énorme. Moi j'ai toujours dit, en fait, j'ai un tsunami là qui va se mettre en route et j'ai peur de la vague déferlante. Et c'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un avec une paire de bras solides, parce que je savais que ça allait être violent. Je savais pas ce que ça allait être vraiment, mais je savais que ça allait être violent. Et je pense que si j'avais eu le choix, je l'aurais pas fait à l'époque. A posteriori, je n'ai aucun regret, mais c'était quand même un passage très compliqué. Donc, si elle s'est juste inventé une histoire qui lui permet de passer à côté de tout ça, je me permettrai pas de la juger, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Mais de fait, le seul moyen de s'en sortir, c'est quand il y a une volonté, chez les autres aussi, d'être pris en charge et de traiter l'affaire. Mais moi, je pouvais pas sauver le système toute seule. Ça, c'est pas possible. Élise, elle peut pas sauver l'entièreté de la famille, quoi. Elle peut juste sauver sa peau à elle, celle de ses enfants, et puis c'est tout. Et c'est déjà bien, en fait. C'est comme si Élise, elle avait décidé de ne plus porter la marque de fabrique de la famille et le couvercle qu'on remet. Bah ça, en fait, elle a décidé que c'était plus pour elle. Voilà. Les couvercles qui enferment ce genre de trucs, c'est grave. En fait, la gravité, elle est là. Et non, elle veut plus. Et donc, c'est aussi une forme de revanche de me dire, en fait, je fais sous anonymat parce qu'en fait, j'appartiens pas, en fait, à cette famille. Et pour des tas de raisons, c'est compliqué, en vrai, de changer de nom. Mais si c'était de l'ordre du possible, sans doute je le ferais. Parce que je veux me départir de ça, je veux plus appartenir à cette histoire. C'est une forme de désobéissance à ta famille. Ouais, en fait. Ce livre, tout ce que tu fais. Ouais. Et de réappropriation de qui tu es. Oui. Merci beaucoup, Élise. Donc, Élise Masque, l'aînée, avec une magnifique préface de Boris Cyrulnik à retrouver partout. Et il y a aussi un site internet, c'est elisemasque.com, où on peut écrire, où on peut trouver le livre aussi. Enfin, voilà. Mais en tout cas, merci pour cet échange. Merci aussi. J'espère que cet épisode aura résonné chez l'un, chez l'autre et qu'il pourra être partagé. Voilà, merci beaucoup et rendez-vous au prochain épisode. Et merci à toi, Élise. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode et pour que ce podcast puisse continuer à grandir, n'hésitez pas à laisser une bonne note et pourquoi pas un commentaire, un partage sur les réseaux sociaux ou un email pour me faire un retour. C'est un vrai carburant pour moi d'avoir vos feedbacks car ils me permettent de mesurer l'impact des messages. Et parce que c'est grâce à vos commentaires, vos partages, vos étoiles que ce podcast peut continuer à cheminer et à inspirer d'autres personnes. Déjà, un tout grand merci. Ce podcast fait aussi partie d'une émission que j'ai la chance de diffuser sur Radio Alma le mardi. J'en profite pour remercier David Martinez pour la réalisation de ce podcast. Pour rappel, je suis Sandrine Corbiot, hypnothérapeute. J'adore faciliter les prises de conscience et le changement. Et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt.